Microfilm. Microfilm, bonsoir. Mieux vaut tard que jamais. Il y a bientôt 1 an, un livre paraissait, publié par les Cahiers du cinéma, sous le titre beau et parodique à la fois de Poétique des auteurs. Son auteur, Jean-Claude Biette, critique, cinéaste et producteur à France Musique, donc je pense que nos auditeurs les plus mélomanes reconnaîtront immédiatement le timbre de sa voix. Et alors ce livre est très, très important pour moi. J'avais toujours pensé que ce que Jean-Claude Biette écrivait dans les cahiers à l'époque, une sorte de chronique mensuelle, était à peu près ce qui se faisait de plus cohérent et de plus sensible sur le cinéma, compte tenu l'état où était arrivée l'idée même de critique, d'accompagnement critique, de mémoire, à la fois résurrection des vieux films et refus de la nostalgie, enfin beaucoup de choses qui se jouaient déjà à l'époque. C'était une bonne idée d'en faire un livre. On n'en a pas parlé à l'époque à Microfilm, ce qui est d'ailleurs bizarrement une erreur. Peut-être parce que tout simplement, je partageais tellement des analyses de l'auteur du livre que j'avais le sentiment que je ne peux très bien reconnaître ce qui nous appartenait à nous en tant qu'on est un peu une génération, avec une culture des fois commune, et puis ce qui lui appartient en propre, c'est-à-dire une clarté extraordinaire dans l'exposition des choses. Donc on reparlera avec Jean-Claude Biette, on fera une seconde émission quand son film Le champignon des Carpates sortira. C'est un film tout à fait étonnant. Mais là, on va faire un petit point sur ce qu'il avait en tête à l'époque où il a, disons, accepté que ces textes, dont certains sont déjà assez anciens, soient publiés. Pourquoi, à ce moment-là, c'était important de faire un livre? Est-ce que ça voulait dire aussi de mettre un point final à cette convivialité difficile entre le fait de faire des films ou de vouloir faire des films et le fait de continuer à écrire sur les films anciens des grands maîtres du passé, mais aussi, ce qui est plus difficile, les films des contemporains, les films qui sortent. C'est d'ailleurs avec cette question-là que je commencerai l'émission. Donc Jean-Claude, est-ce que tu penses que Poétique des auteurs, en gros, c'est ce que tu avais à donner, toi, au cinéma, du point de vue de l'écrit? C'est-à-dire, je dirais pas de la critique, mais de l'accompagnement critique et affectueux du cinéma, et du cinéma dans son ensemble, c'est-à-dire passé et présent confondus. Oui, parce que j'ai toujours eu la conviction très forte que le présent et le passé devaient être vus et pensés et réimaginés comme une seule et même chose qui n'avait pas de ligne de partage, l'un alimentant l'autre. Et en ce qui concerne le présent, qui est une chose plus problématique et plus difficile, je me suis dit qu'il fallait que je le prenne comme le passé, c'est-à-dire avec autant de détachement et en ayant une perspective comme si c'était déjà du passé. Voilà. En essayant de ne jamais être intimidé par le présent. Et surtout, j'ai toujours eu un sentiment de familiarité avec les films et à travers eux avec les auteurs. Donc je ne suis pas intimidé ni par les films ni par les auteurs. Et ce n'est pas parce qu'un cinéaste est très connu ou un grand nom ou est mythique que je lui accorderai davantage de crédit qu'à un petit film de quelqu'un que je ne connais pas et que personne ne connaît. Alors ce que tu définis là, c'est quelque chose qui a pu être relativement évident et vivable, et viable et jouable pendant très longtemps. J'ai peur, moi personnellement, que ça devienne de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que ce livre d'anthologie de tes textes est si important, puisque tu as toujours eu cette attitude-là, aussi loin que je me rappelle. Une sorte de froideur affectueuse, comme ça, par rapport au film, et tous à égalité. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un risque en ce moment, donc pour les gens qui vont écrire sur le cinéma, donc plus tellement pour toi, puisque faire des films est quand même devenu plus essentiel, plus important, de garder cette sorte d'égalité d'humeur, de ne pas être intimidé par des films dont certains sont, comme on dit maintenant dans le jargon médiatique, des événements, donc on se définit par rapport au fait que c'est un événement. Alors si l'événement a l'air frelaté, on dit c'est pas vraiment un événement. On réagit un peu rageusement contre ça, au lieu de réagir par rapport au film lui-même. Et puis des films qui sont des films, alors délibérément maintenant, pensés comme ayant leur public, mais minoritaire. C'est-à-dire comme s'il y avait 2 poids, 2 mesures définitivement dans le cinéma. Est-ce que c'est pas quelque chose qui ferait que tu aurais du mal si tu continuais à écrire aujourd'hui? Oh, c'est très possible que j'ai beaucoup de mal.
vu comme ça, j'ai l'impression que j'aurais beaucoup de mal, puisque maintenant, je me sens être dans la fabrication des films beaucoup plus que dans l'écriture. Pour moi, effectivement, ce livre est un point final, même si il peut m'arriver de me contredire et de me remettre à écrire. Mais pour l'instant, je pense que sur ces années-là, enfin, d'ici 1 an ou 2, je ne pense pas réécrire. Si j'essaye d'imaginer que je serais à la place de quelqu'un qui voudrait écrire, j'ai l'impression que ça doit être très difficile. Et peut-être parce que moi-même, l'envie d'écrire m'a quitté, donc je me sens sans doute assez démuni vis-à-vis du cinéma aujourd'hui. Si je pense par exemple, dans ta chronique, il y a un article sur Wenders, et c'est les choses les plus pertinentes, moi, que j'ai lues sur Wenders. Et je pensais qu'elles étaient pertinentes, et Dieu sait si sur Wenders, il y a eu beaucoup d'exégèses et beaucoup de choses pas bêtes qui ont été dites. C'est parce que tu réussissais à le prendre comme un cinéaste parmi d'autres, faisant des films aujourd'hui, et que tu voyais ce qui te plaisait pas beaucoup, ce qui te paraissait un peu exagéré ou surestimé. Alors que Wenders aujourd'hui, c'est un bon exemple, parce que c'est le cinéaste que même quand on a des réserves à faire, moi par exemple, j'ai des réserves à faire sur Wenders, et ça m'embête un petit peu parce que je sais que pour le public le plus jeune, c'est peut-être ce qui symbolise encore le plus, disons, le sérieux du cinéma, une certaine rigueur, une certaine exigence du cinéma. Il y a une sorte de chantage qui se fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui représentent quand même un désir de cinéma, même s'il est moins fort qu'avant. Et on veut défendre ce désir comme une sorte de reste, et on a moins envie de dire oui, mais quand même, c'est pas si formidable que ça. Par exemple, si on compare Wenders à ses maîtres, si on le compare à, je sais pas, à Ford ou à Ozu ou à Nicolas Ray, c'est beaucoup moins bien. Et toi, tu avais ce culot tranquille. Et moi, j'ai un peu peur que ce culot, on puisse plus l'offrir. C'est-à-dire que peut-être on pourrait dire, bon, je ne sais pas ce que Wenders fera, je sais qu'il a en projet un très très gros film qui va encore accentuer, je pense, cette tendance qui est apparue de plus en plus à chacun de ses films. Alors peut-être il y a moyen de dire, oui, il y a les films de Wenders, mais il y a aussi tel film pas connu qui peut-être montre plus un désir de cinéma plus fragile, mais plus authentique, dans la mesure où Wenders peu à peu rejoint la cohorte des cinéastes, des intouchables. Et les grands intouchables, enfin je vois dans le... C'est quand même quelque chose dans lequel la notion de film qui se serait à définir contre le statut fort d'auteur, où les films même perdent un peu de leur chance d'être des films, parce que y a une espèce de mythologie du grand film ou du gros film. Je pense qu'il faut quand même que la critique essaye de dégager quels sont les films, indépendamment des auteurs, qui manifestent un désir de cinéma très, très vivant. C'est simplement, je pense que ce qui est important, c'est de dégager qu'est-ce qu'il y a comme film vivant et qui manifeste une vitalité par rapport au cinéma, et qui ne soient pas parce que ça on en voit de plus en plus, des films qui reposent sur une petite idée ou sur un petit principe qui en général n'est pas du tout dialectique et très presque mécanique, qui fait que les films deviennent des illustrations de ces idées minimales de cinéma. Il faut essayer de continuer à ne pas se laisser intimider par les courants, quoi. Parce que toi, mais je ne dis pas que ce soit facile, et je ne sais même pas si des gens ont envie écrivent ont envie de faire ça. Ça, c'est la vraie question. Parce que toi, tu représentes un cas très, très intéressant dans ce courant critique qui est né dans les années 60, principalement au Cahiers, qui a été un peu dans la suite de la nouvelle vague, qui était d'être à la fois très auteuriste, c'est-à-dire très érudit et très, très, très connaisseur de l'œuvre, au sens qu'on peut parler là d'une œuvre, comme pour un musicien, opus 1, opus 2, opus 3, des cinéastes du passé, et en même temps peut-être la personne qui graduellement s'est désengagée de ça de la façon la plus élégante, c'est-à-dire en étant capable de trouver tel film d'un cinéaste archi admirable, tel film complètement raté, et tel autre, le suivant, absolument génial, pour parler comme on parle dans les cafés quand on parle de cinéma.
Moi, ça m'a toujours assez impressionné, cette sorte de plasticité que tu avais à l'intérieur même de l'admiration. Et ça pose une question qui est peut-être centrale pour l'avenir de la critique de cinéma, qui est: est-ce qu'il est possible de mettre entre parenthèses, disons, cette garantie, cette sorte de réserve de sens qu'est un auteur, qui évidemment se ressemble toujours à lui-même, donc dans ses films bons comme dans ses films mauvais, pour prendre les films un par un. Et quand on prend un film un par un, qu'est-ce qu'on a comme critère? Alors, tu viens de dire des mots là qui sont intéressants, c'est vivant, qui s'oppose à mort, et un désir de cinéma. Bon. Qu'est-ce qui témoigne d'un désir de cinéma, mais non plus auteur par auteur, mais film par film? Et est-ce qu'il est possible, moi c'est une question que je me suis beaucoup posée, est-ce qu'il est possible de faire une critique de cinéma qui serait stricto sensu une critique du film, c'est-à-dire de l'objet film, signé ou pas, d'auteur ou pas, un par un? Oh, c'est-à-dire que les choses sont plus compliquées que ça, parce que je ne pense pas que ce soit intéressant de faire une critique du film comme objet. Je crois que la critique du film comme objet est, je crois, insuffisante et insatisfaisante, parce que ce qui compte, c'est le rapport entre l'objet tel qu'il apparaît au moment où il apparaît, et puis l'idée du cinéma sur laquelle il est né, il se fonde, et cette idée du cinéma, quel rapport elle a avec le cinéma antérieur, non pas pour avoir une sorte de garantie de qualité, mais parce que le cinéma ne naît pas comme ça de rien dans chaque film ou chez chaque auteur. Chaque personne qui fait un film, aussi loin que soit sa culture d'une culture de cinémathèque, participe quand même d'un mode d'écriture souvent automatique qui est en fait très très culturel et qu'on peut complètement déchiffrer comme étape d'une culture cinématographique. Même les gens qui se veulent les plus sauvages ont quand même un mode de fabrication du film qui vient d'une digestion des films antérieurs. Donc je pense que ce qui est intéressant dans un film, c'est d'essayer de dégager cette idée du cinéma qui peut être très consciente chez le cinéaste, mais qui peut aussi être très inconsciente. Et qu'elle soit consciente ou qu'elle soit inconsciente, elle peut être aussi intéressante dans un cas comme dans l'autre, si cette idée de film, on la dégage en même temps que ce qu'est l'objet film tel qu'il apparaît. Bon, c'est un peu compliqué, peut-être, ce que je dis là, mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a un mouvement vivant qui est celui du cinéma, et puis qu'il y a un film qui apparaît. Et que le film, ça n'est jamais un objet fermé. Ça peut-être de la part du cinéaste, il peut désirer faire un objet clos et fermé, mais quand même il appartient à ce mouvement du cinéma. Et c'est ça qu'il faut essayer de dégager. Reste la question, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Moi je pense que oui, parce que je ne vois pas pourquoi les choses s'arrêteraient comme ça. S'il y a un mouvement, le mouvement... Les choses qui sont prises dans ce mouvement ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas un chemin de Damas pour les films et pour le cinéma. Il n'y a pas une modification radicale et profonde qui fait qu'on ne peut plus employer les méthodes qu'on a employées à un moment. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ça met en lumière cette question, que faire ce qu'on appelle maintenant les classiques. C'est-à-dire les films très anciens, ceux qui ont survécu, il n'y en a pas beaucoup, ceux qui sont donc dans les cinémathèques, dans les histoires du cinéma. Oui, mais dans les cinémathèques et les histoires du cinéma, il y a des très mauvais films. Bien sûr. Mais comment ça se réactive? Moi, ce qui me frappe simplement, c'est que on a appartenu à une génération qui pouvait encore avoir le sentiment d'avoir une conscience d'un début du cinéma qui correspond en gros avec le siècle et d'une sorte de ligne ininterrompue. On savait où on était, on savait qu'il y avait des lacunes, on savait qu'il y avait des choses qu'on connaissait moins bien, mais on pouvait savoir ce qui venait avant et ce qui venait après. Donc il y avait une histoire linéaire du cinéma qui était très insuffisante, qui était en gros modelée sur Sadoul, disons, où on savait ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'ensemble des films du passé, jusqu'à une date assez récente, bascule, mais en bloc, en vrac, dans une zone qui s'appelle les classiques, la cinémathèque, comme ça s'est passé dans tous les autres arts. C'est-à-dire que
Quelqu'un qui commencerait à peindre aujourd'hui, c'est bien que Gréco vient avant Delacroix. Mais enfin, en un sens, c'est quand même, dans les deux cas, très loin. Comment ces films du passé vont pouvoir réactiver ce que tu dis, c'est-à-dire cette sorte de mouvement vivant, en étant là, pas comme des points de repère morts, mais comme des sources de stimulation. On dirait que ça devient plus difficile, parce qu'il y aurait tout d'un coup plus de films à voir, plus de films visibles, bizarrement, et une sorte d'obligation de les prendre un peu au hasard, parce qu'on ne peut plus avoir un fil continu. Alors que nous, on est né encore dans ce fil, ou dans l'idée de ce fil, dans le fantasme de ce fil. Et il y a un moment où ce n'est plus raisonnable. Il y a un jeune qui aujourd'hui se dirait « je vais d'abord voir tous les grands classiques chronologiquement, etc., avant de me mettre à faire quelque chose, écrire quelque chose », on se dirait « non, tu perds ton temps, prends ce qui passe à la cinémathèque, à la télé, dans les salles, et vois ce qui t'intéresse. Si c'est Griffith, c'est Griffith. Si c'est L'Herbier, c'est L'Herbier. Si c'est Antonioni, c'est Antonioni. » Oui. Je pense qu'en fait, la bonne solution serait peut-être entre les deux, en ce sens que vouloir tout voir, c'est absurde. Mais je crois qu'il y a quelques jeunes cinéphiles qui le font systématiquement, qui ont une énergie et un courage d'aller tout voir et une vraie curiosité. Ça c'est bien, mais ça a toujours été une minorité. Et je pense que c'est très bien de voir tout ce qui passe, tel que ça passe à la télévision, mais il faut essayer de faire un choix, parce que le choix tel qu'il est dans les revues ou dans les journaux, en ce qui concerne les films qui passent à la télé ou à la cinémathèque, n'aide en rien. Il faut bien dire ce qui est. Il faut que chacun se débrouille par soi-même. Mais je pense que cette impression qu'on a par rapport au classique aujourd'hui, je pense que c'est l'effet d'une crise momentanée du cinéma, enfin d'une crise des valeurs, dans la mesure où il y a une multiplication des films, effectivement, il y a une surconsommation des films à la télévision, avec les cassettes, etc., qui fait que, en ce qui concerne le cinéma moderne, les gens sont complètement paumés. Et le cinéma moderne, les films d'aujourd'hui, les gens sont complètement paumés et ils se raccrochent aux classiques comme à des valeurs sûres. C'est comme les classiques, c'est comme des Dow Jones, enfin, ou des lingots d'or. Et il y a une espèce de piété fétichiste sur les classiques qui est tout à fait regrettable. Enfin, parce que les gens acceptent désormais les classiques comme des valeurs incritiquable et indiscutable. Ça me rappelle quelque chose qui m'était arrivé à une période assez ancienne où je donnais des cours de cinéma à l'université. J'avais dit un jour, comme ça, en improvisant, j'avais fait allusion à un film de Griffith, je ne sais plus lequel, Le Pauvre Amour ou La Rue des Rêves, en disant, bon, mais c'est pas un très très bon Griffith, j'avais dit comme ça. Mais comme on se le dit comme ça dans la conversation, et j'avais vu tout d'un coup, j'avais même entendu, enfin, c'est un silence qu'on entend, la salle entière qui prenait des notes, arrêtant d'écrire et me regardant terrorisé. Et j'ai compris que j'avais gaffé, parce que c'est comme si j'avais dit dans un cours de littérature française, Ronsard, finalement, les odes, bon. Et moi j'en parlais, et là ça m'a fait prendre conscience, comme quelqu'un qui trouve que Griffith c'est toujours aussi présent. C'est-à-dire que Griffith évidemment est bien plus présent que Granier de Fer, présent comme aventure artistique et même éventuellement comme stimulation. Et déjà, donc ça fait déjà assez longtemps, ça fait au moins 10 ans, j'avais pensé qu'il fallait il fallait faire très attention dans la façon dont on évoquait les films du passé, car les gens voulaient bien s'ennuyer à Griffith, mais ne voulaient pas qu'on leur indique qu'il était encore possible d'avoir sur Griffith ses favoris, et les films qu'on aimait moins, etc. Et je dis ça parce que dans la loi Langue, on parle du cinéma à l'école. Je ne sais pas. Ça peut être une chose pas mal parce que, en littérature, par exemple, on accepte tout à fait de dire tel écrivain a écrit des grands romans, mais tel de ces romans est quand même pas formidable. Mais en même temps, par exemple, cet exemple de Griffith, un film de Griffith, effectivement, on peut dire que c'est un Griffith un peu tocard, pas bien, mais en disant ça, on dit aussi, ou on laisse tout de même supposer que Griffith est un très grand cinéaste et que même lorsque la totalité du film n'est pas bien, il y a une idée du cinéma qui est tellement forte et tellement incarnée et les choses formidables sont tellement formidables que si le tout n'est pas absolument un chef-d'œuvre, ça n'a aucune importance. C'est ça, c'est que
les gens sont complètement impressionnés par le fait qu'un chef-d'œuvre, ça doit être parfait, qu'un grand film, ça doit être parfait. C'est pas vrai du tout. Il y a quelqu'un qui nous donne un exemple de ça. Très souvent, c'est Renoir. Et il le disait lui-même. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des scènes formidables dans un film, et que les scènes formidables et les scènes moins bien, tout ça, ça fait un tout qui est vivant et qui donne envie de voir et de revoir le film. Et il y a plein de films de Renoir où il y a des scènes qui sont pas terribles, mais ça n'a aucune importance, parce que le film, il est toujours présent, il est toujours là. Et par exemple, je prends un film qui est un de mes films préférés, qui est Nosferatu le vampire de Murnau. Je trouve qu'il y a des choses mauvaises dedans. Je trouve qu'il y a une caractérisation des personnages qui est un peu mièvre, qui est un peu de l'imagerie. Mais il y a des choses tellement fortes dans ce film et qui ouvrent tellement de perspectives en cinéma et qui manifestent un tel génie par rapport à l'écriture cinématographique et au pouvoir du cinéma, que ça n'a aucune importance, que le film, il est toujours vivant et que... il ne s'agit pas d'obtenir des statues avec les films. Enfin, des statues telles qu'on voit, ou des Césars, ou la statue telle qu'on voit Chaplin retirer le drap lors de l'inauguration. Ce n'est pas des monuments avec des piédestals, les films. Enfin, en fait, ce que tu viens de dire là, c'est le vieux débat sur la politique des auteurs. En fait, oui, c'est ce que disait Rivette autrefois, en disant un Franju raté ou un Preminger raté sera toujours plus intéressant qu'un Delanoë réussi. Donc c'est la même phrase. Simplement, peut-être qu'aujourd'hui, on peut lui donner un sens moins étroitement, disons, pieux ou auteuriste, en disant pourquoi ? Parce que d'un film, de toute façon, quelque cinéphile qu'on soit, ce qu'on retient, et ce qu'on retient des fois pour toute une vie, ça peut être une scène, ça peut être une série de scènes, ça peut être un plan, ça peut être... Et le fait que ce plan existe dans la scène rend pas très grave le fait que d'autres choses sont d'un ordre... inférieur autour. Et ça, évidemment, ça va contre cette conception qui revient très fort, malheureusement, dans le cinéma actuel, du produit nickel, enfin du produit parfait, où il n'y a rien à redire. Alors que, il y a aussi un bon exemple de ça, c'est les films de Godard. Quand on les revoit, on est toujours surpris qu'il y a plein de scènes épouvantables qui ne marchent pas, qui n'ont jamais marché, qui sont volontaristes, qui sont rances, etc. Et puis, il y a des trucs magnifiques. Et on oublie systématiquement entre chaque deux visions, on oublie les choses pas très bien, qui sont plutôt quelqu'un qui fait des exercices, qui essaie quelque chose, et on se rappelle de ce qui est formidable. Et on se dit, mais Godard est ce cinéaste qui est capable de faire en sorte que dans la mémoire, les choses belles restent, et les choses moins réussies sont carrément oubliées, ne pèsent pas ou ne jouent pas contre les choses qui sont bien. Alors que dans un film moins réussi, dans un film simplement moyennement réussi, les choses pas très bonnes sont embêtantes parce qu'elles empêchent les choses un peu meilleures d'exister. Oui, mais ça, on en revient toujours au fait qu'il y a une conception du cinéma chez Godard et que dans un film tel que tu le disais, peut-être il n'y a pas une idée du cinéma assez forte pour que les qualités du film, en tant que produit, l'emportent sur ce qui n'est pas bon. Donc ce qui revient dans ce que tu dis, c'est toujours le mot idée du cinéma. C'est quand même... c'est très lourd. Est-ce que ça veut dire qu'il y a différentes façons de penser le cinéma ou que le cinéma, en tant que art, a différentes façons de rencontrer le monde ? C'est quoi une idée du cinéma ? C'est quelque chose qui permettrait, dans une sorte de même mouvement, de digérer quelque chose de la réalité et de trouver le moyen de le redonner à la fois à travers une idée d'ensemble du film, une idée globale du film, une idée prospective du film qu'on peut avoir quand on imagine un film, et dans le détail d'une séquence. Voilà. Donc ce serait à la fois voir quelque chose, montrer ce qu'on a vu, et faire en sorte que ce qui est montré dans le tableau et dans le détail. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une manière de digérer la réalité déjà d'une manière cinématographique. C'est une drôle d'opération, mais on pourrait dire aussi voir dans la réalité ce qui dans la réalité est du cinéma. Oui, par exemple. Et comme la réalité change, le cinéma change aussi. Mais ça resterait finalement dans une conception... Oui, mais changer, pour moi, ça ne veut pas dire
se modifier de fond en comble, ça veut dire évoluer. Évoluer, oui, oui. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses que... Alors, dans le monde actuel, dans celui dans lequel on vit, ça fait quand même déjà 45 ans après la fin de la guerre, 30 ans après la nouvelle vague, le temps passe vite. Qu'est-ce qui est cinéma dans la vie? Enfin, pour toi, à la fois comme cinéaste et comme quelqu'un qui regarde les films. Parce qu'on voit bien sur le passé, on voit bien comment, par exemple, les guerres, pour prendre des choses énormes, s'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la grande parade de Widor. S'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas Rome ville ouverte de Rossellini, puisque la guerre est un chamboulement de la perception des choses et de la vie des gens. Là, on a 45 ans de paix, les aventures du cinéma moderne, enfin dans son évolution propre. Et puis aujourd'hui, postmoderne est une façon paresseuse d'écrire les choses, mais on sent aussi que quelque chose est un peu en sourdine ou un peu périmé dans l'avant-garde ou l'expérimentation pour elle-même. Et on se retrouve un petit peu, comme tu disais, paumé par rapport au cinéma. Et on ne sait plus très bien ce qui, donc dans la vie, dans la société, dans les choses telles qu'elles sont, serait enregistrable en tant que c'est déjà du cinéma, quoi. En tant que ça appelle la caméra et le magnéto. Oui, pour moi, peut-être ça serait la simultanéité des cultures, le caractère de plus en plus indéchiffrable du tissu social. Et alors c'est là où ça retrouve violemment le cinéma, je trouve, l'invisibilité, les choses qui sont invisibles. Car il y a de plus en plus de choses qui sont déterminantes pour la vie humaine et qui relèvent de l'invisible. De l'invisible par le cinéma, par l'œil. On pourrait dire que plus les médias et surtout la télévision multiplient les signes de visibilité frénétique, quasiment pornographique de tout, plus la question de ce qui ne peut pas se voir, plus la question de l'invisible, mais pas au sens forcément spiritualiste, au sens de physique, matériel. Physiquement, ça ne s'inscrit pas sur la pellicule, ça ne peut que s'induire ou se déduire des jeux, des choses visibles, devient ou redevient une question... c'est une manière qui pose des limites au cinéma. C'est-à-dire qui pose des questions au cinéma en tant que... Quel est le pouvoir du cinéma de montrer ou de ne pas montrer des choses et d'enregistrer ou de ne pas enregistrer des sons. Et c'est ce défi que le monde pose au cinéma et à ses capacités d'enregistrement de la réalité matérielle. Il y a aussi un autre mot qu'on pourrait utiliser pour... invisible, parce que l'invisible... Ça évoque un côté un peu... Ça évoque un côté un peu, disons, bressonien, ou l'écran blanc, ou des choses nettement religieuses. Mais il y a un autre mot, c'est l'opacité, parce que tu as parlé de la difficulté de s'y retrouver dans les rapports sociaux. Il y a une opacité de plus en plus grande qui, bizarrement, alors qui ne vient pas du secret, toi qui as beaucoup... aimer des cinéastes du secret comme Tourneur, ou dans tes propres films, Jean-Claude Biet, le secret joue un rôle énorme, parce que c'est le secret qui constitue les personnages souvent. C'est à force de ne vouloir plus rien tenir secret, il se crée dans la société, très médiatisée, un désir, quelque part quand même, de buter contre un secret. Moi, je n'analyse pas autrement, par exemple, le retentissement des films de Tarkovsky, par exemple. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens ont vu Le Sacrifice, qui est un film très austère et que, à mon avis, même pas le meilleur Tarkovsky, c'est que quelqu'un le remettait à l'ordre du jour, d'une façon très ouvertement, disons, spiritualiste, là, la question de l'invisible. Mais je la trouverais autant, et pour moi d'une façon plus intéressante, dans les films de Nanni Moretti, par exemple, qui parlent de l'opacité. Mais l'opacité est très étrange, parce qu'elle vient du fait que beaucoup plus de choses qu'avant sont visibles, ou beaucoup plus de choses... du monde réel sont dissibles et visibles. Il y a moins de secrets, de tabous, de choses comme ça. Mais le chemin qui mène de l'une à l'autre, lui, est absolument invisible. Voilà. C'est ça qui est... C'est ça. Et il est inconnu, il est très difficile à comprendre, et c'est le lien entre toutes ces choses. C'est-à-dire il y a de plus en plus de cartes sur table, mais ce qui passe d'une carte à l'autre est absolument très difficile à cerner. Voilà, c'est comme si avant on jouait avec 32 cartes et on avait... fini par arriver à un grand savoir, un grand raffinement sur l'art de jouer avec ces 32 cartes. Et tout d'un coup, on nous dit, vous avez 52, 108, 216 cartes. Continuez à jouer, c'est un ordre. Et comme si les cinéastes disaient, mais peut-être que sur 5-6 cartes, on peut établir quelques relevés
de difficultés de communication là où tout le monde dit que ça communique, de secrets là où tout le monde dit que tout le monde est libre et qu'il n'y a plus de secrets. Et je trouve qu'il y a assez peu de cinéastes, et c'est d'ailleurs souvent dans la comédie qu'on les trouve, ça c'est une question à creuser, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui même, qui s'attellent à cette tâche et qui donc posent ce défi au cinéma en disant mais le cinéma éclairait, là bon, on parle un peu comme Godard, éclairait le réel avec des grands projecteurs comme La Femme de la Columbia, etc. C'était des stars pour faire la lumière sur la société. Aujourd'hui, la lumière, elle est un petit peu comme dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a des lumières artificielles, il y a une sorte de faux jour qui s'est installé, dont un type comme Wenders témoigne, par exemple. Et néanmoins, il y aurait toujours des choses à éclairer. Mais plus par des coups de projecteur, par autre chose. À vrai dire, c'est un petit peu les aventures de la lumière dans le cinéma, là, sur lesquelles je t'aiguille, car tu t'es beaucoup intéressé à la lumière. Oui, mais je ne pense pas que la lumière suffirait à... C'est-à-dire la pensée de la lumière au cinéma pourrait suffire à résoudre ce difficile problème. Alors qu'elle a été à un moment fondamentale. Je parlais de Murnau, c'était fondamental. Oui, mais du fait justement que la perception du monde est devenue beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile, je pense que ce n'est plus dans un travail sur la plastique ou sur le plan que ça peut se résoudre. Je pense que c'est peut-être à la fois avec une mise en rapport, des choses qui seraient plus subtiles. Et disons que j'attends plutôt ça du montage. Voilà. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est la mise en relation de différentes choses dans un film et que ça relève du montage, non pas du montage au sens de effet de rapidité ou de juxtaposition frénétique qui serait une sorte de métaphore de la vie moderne. Non, pas du tout. Mais disons que j'ai l'impression qu'en ce moment, un cinéaste qui m'intrigue beaucoup parce que je pense que on peut y apprendre des choses, c'est Eisenstein, et qui est un cinéaste qui m'a... C'est quand même, pour ceux qui te connaissent un peu, c'est un scoop. C'est un cinéaste qui t'a jamais beaucoup intéressé. Non, mais ce qui prouve que j'évolue en fonction aussi de ce que le cinéma est aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est posé des questions du sens d'un plan par rapport à un autre. Or, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de cinéastes vont dans le sens d'une intensification de l'aspect visuel et plastique des films, et que je crois que ce qui est intéressant à faire maintenant, c'est à travailler dans le sens de la recherche des effets de sens entre les séquences, entre les plans. Voilà. C'est pour ça que Godard, ce qui m'avait le plus frappé chez lui, c'est son analyse. Je ne savais pas qu'il pensait ça du film, et j'étais très content de ce qu'il disait sur le film de Kubrick, le film de guerre là, de Kubrick, dont j'ai oublié le nom. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, et l'analyse qu'il a faite à travers l'analyse d'une séquence, c'était formidable, et ça marquait bien vraiment... qu'est-ce qui n'allait pas dans ce film? Non pas en tant que film, encore une fois, en tant que film objet. Cette scène-là, mais à mon avis, il pouvait poursuivre son analyse sur tout le film. Ça serait très intéressant. Bien que je crois que ça le passionne plus de s'en tenir aux fragments. Mais... Moi, je pense qu'il a pris le point faible du film de Kubrick, parce que sur le reste du film, justement, cette idée de montage est très intéressante. Mais bon, ça c'est une... Mais enfin, je pense que le film... était défendable dans la perspective d'un film-objet réussi, etc. Mais si on analyse le film à partir de sa rhétorique, c'est ça, c'est à partir de la rhétorique du film, ce qu'il induit par rapport à la réalité, par rapport à un regard de cinéaste sur cette réalité, je pense que le film est tout à fait critiquable. Je crois que l'émission est en voie d'être terminée. C'est bien dommage, parce que je vois où est-ce qu'on serait allé si on avait continué à parler des heures, comme on fait souvent. C'est que, pour garder Godard, l'idée du montage qu'il a, lui, elle est pas vraiment comme celle d'Eisenstein,
D'ailleurs, c'est plutôt bien que si le montage revient, on se rend compte qu'il y a différentes façons également de voir le montage. Monter, c'est quand même comparer des choses. C'est la dialectique minimale de A et B sont différents. Et oui, mais elle manque dans beaucoup de films. Elle manque dans quasiment tous les films. Je crois que l'idée même de dialectique manque. Et si ça manque chez Kubrick, c'est parce que Kubrick est peut-être l'un des cinéastes qui a le plus essayé de se passer de dialectique, c'est-à-dire de s'identifier au grand cerveau autorégulé qui ressemble tellement aux médias actuels et dont il a été l'un des précurseurs, parce qu'il l'a vu avant tout le monde, il a vu dès Spartacus, et aujourd'hui peut-être qu'il est rattrapé aussi par la réalité. Dire l'armée, la guerre, etc., comme les circonvolutions d'un seul cerveau, donc il n'y a pas de dialectique dans le cerveau, il y a une régulation à la seconde, en vision simultanée, donc c'est normal que Kubrick coince là. Godard disait simplement, il faut avoir le courage de... Enfin, lui, il l'a toujours eu, même une sorte de culot, des fois, phénoménal, de dire, il y a ça, et puis il y a quelque chose qui a l'air à des années-lumière, mais ça va ensemble. Plutôt la question de Deleuze, elle a toujours été très bien, c'est avec quoi tu mets ça? Ne me dis pas que tu aimes ça, dis-moi avec quoi tu le mets. Et après, comment tu fais? Et puis, est-ce que ça tient le coup? Parce qu'il y a des montages qui sont purement, comme dans beaucoup de clips, on voit des montages qui ne tiennent pas la route. Puis qui sont mécaniques. Puis des petites idées, des fois, qui sont bien. Et c'est le montage qui nous rappellerait, et là ce sera peut-être le mot de la fin, hélas, que le cinéma s'est toujours fait avec un très très fort sentiment de ses pouvoirs propres, et en même temps avec l'idée qu'il était en dialogue, en phase perpétuelle avec des choses qui n'étaient pas du tout le cinéma. Et donc je finirai cette émission sur un cri que nous partageons tous les deux, c'est « Vive le cinéma impur ». Le problème, c'est que l'impureté aujourd'hui, d'abord, il y a des gens que ça n'intéresse pas et c'est pas bien, parce que la pureté est pleine de pièges. Et deuxièmement, ça suffit pas à dire, il faut voir avec quoi on met le cinéma. Et ça, c'est une question qui occupera encore 20 ans de microfilm. Donc, Jean-Claude Biette, merci pour cette traversée rapide mais très très dense des problèmes qui se poseraient à quelqu'un qui, par aventure, continuerait à accompagner par l'écrit le cinéma, et on se reverra dans quelques temps pour parler du champignon des Carpates. Mais je rappelle quand même que Poétique des auteurs au Cahier du cinéma est un des 2 ou 3 livres plein d'enseignements parus récemment sur le cinéma. Merci.